Parce que vous avez bâti, tel qui s'est bâti, ça s'inspire au code des marchés publics. Certains bailleurs de fonds, y compris la Banque mondiale, ils exigent la publication d'autres informations au-delà de ce qui sort de l'argent. C'est notamment faire mention de tous les soumissionnaires qui ont soumissionné pour ce marché, y compris les soumissionnaires qui ont été rejetés et le motif idéologique. Donc si cet onglet peut être ajouté, ce serait encore plus important. Ça peut être un onglet optionnel, par bailleur, l'obligation par bailleur, l'obligation du code national. Donc s'il y a moyen d'ajuster ça, on serait à l'aise, du moins, on n'a pas de merci. Bonjour, rebonjour tout le monde. Dans la même foulée que je me lance, peut-être je voudrais également juste rajouter une recommandation, donc l'utilisation de cette plateforme. D'abord que je félicite encore une fois de plus le secrétariat général du gouvernement ainsi que les membres de la Commission nationale du marché public. Et bien entendu, là où je voulais peut-être recommander, c'est que nous avons récemment eu ce qu'on appelle GAFI, donc avec Khalid. Du ministère, on nous avait sollicité pour répondre à certains nombres et recommandations dans le domaine de l'immobilier. Et une des questions qu'elle revenait, c'est est-ce que vous êtes au courant des entreprises qui sont sous sanction? Donc, pourquoi ne pas rajouter ici, dans la plateforme du secrétariat de la commande publique, les listes des entreprises nationales et également internationales qui sont susceptibles d'être également sous sanction. En notre qualité d'autorité contractante, ça nous allégerait, dès lors qu'on reçoit des ordres, de dire ah, vous n'êtes pas éligible parce que vous êtes sous sanction. Et ça nous permet d'alléger et de rentrer également dans le nombre de tout ce qui est recommandation de GAFI et audacité. Donc je voulais juste rajouter comme commentaire. Vraiment, le directeur général de la REMOS, vous êtes en train d'anticiper notre feuille de route. C'est en cours, donc nous avons prévu très prochainement, nous avons déjà les éléments de publication, de publier ce qu'on appelle dans notre jargon de commande publique les entreprises blacklistées. Donc c'est en cours, c'est très prochainement. Et pour revenir à la question de Mélance, donc effectivement, nous, notre outil de travail au niveau de la Commission nationale des marchés publics, donc vous pouvez le savoir, c'est effectivement systématiquement le code des marchés publics. Et on s'est assuré de celui-ci pour bâtir les rubriques du portail électronique des marchés publics. Pour revenir aux éléments que vous avez soulignés, donc, le portail électronique des marchés publics, il faut savoir une chose, que c'est déjà ça, c'est le premier, ce sont les premiers paramètres qui ont été mis en place, et nous sommes en train de recueillir les recommandations du secteur privé, du secteur public, des bailleurs et toute autre personne utilisateur du portail électronique des recommandations qui sont nécessaires. Et nous sommes en train d'améliorer ce portail électronique au fur et à mesure des recommandations qui nous sont formulées. Donc, merci pour votre intervention. Je vais peut-être passer sans doute une dernière réponse au monsieur Cédric. C'est monsieur Cédric, donc consultant qui nous vient du BUC. Merci, bonjour. Oui, je suis Cédric Duval, je suis conseiller régional du BUC en matière de marché public. Et d'abord, je voulais vous féliciter pour l'organisation du colloque et pour cette avancée, parce que, comme disait M. Mélance, effectivement, lorsque les bailleurs de fonds en viennent à faire des évaluations de l'état des lieux des marchés publics et du système de marché public, ils font attention à ce genre de démarche. Et là, vous êtes bien avancé, bien sur le chemin de très bonnes pratiques. Donc, c'est très encourageant. J'avais une petite question qui était un petit peu en lien aussi avec le premier panel et qui va venir. C'est que lorsqu'on voit effectivement le travail de la commission et les montants qui ont été évalués sur produit des 44 milliards, si j'ai bon souvenir, je voulais savoir si ces 44 milliards concernent également la partie de la commande publique qui n'est pas traitée par la Commission nationale ou pas. Et est-ce qu'on a une idée du pourcentage de cette partie qui n'est pas informée? Est-ce qu'il ne serait pas aussi pertinent, à un moment donné, une fois par an, de demander aux autorités
contractant de remonter un reporting de cette information et de la publier. Peut-être pas de mentionner l'attribution pour tous les micro-marchés, mais au moins une fois par an d'avoir une visibilité sur cette approche-là, ce qui permettrait d'avoir un chiffre qui soit aussi plus en phase avec le réel de la tourmente globale. Voilà, merci. Je félicite encore toute l'équipe pour la tenue de cet atelier. Donc, j'ai deux questions. Une partie de la question a été répondue par le directeur général de la Loire. Comment la dématérialisation du marché public peut-elle contribuer à une meilleure transparence et une plus grande concurrence? Et puis, quelles sont les mesures prises pour garantir la sécurité des données dans le cadre de la dématérialisation du marché public? Merci. Je vais laisser la question de monsieur le président de la commune de Laos, elle va être répondue par mes collègues techniciens de l'AFSI, mais je vais d'abord répondre à la question de monsieur Cédric. Donc non, effectivement, les statistiques que nous avons énumérées ici et que j'ai présentées tout à l'heure ne couvrent pas la partie de la commande publique qui ne passe pas à la Commission nationale du marché public. Les statistiques que nous avons ici, c'est tout ce qui est fait au dossier soumis à l'approbation de la Commission nationale du marché public, à l'expertise de la Commission nationale du marché public. Voilà, juste d'abord, moi j'aurais aussi aimé avoir peut-être nos amis qui sont venus de l'Afrique, du Burundi, des autres pays africains, du Burundi, Côte d'Ivoire, Kenya. J'aurais aimé avoir aussi leur avis sur comment vous voyez. Est-ce qu'on pourrait demain échanger et partager nos expériences? Parce que le souci nous c'est comment nous faisons ensemble pour tous les avocats, une commande publique qui soit une bonne commande publique, performante. Je voulais juste répondre aussi pour la question que vous posiez. Normalement, les statistiques internationales montrent que normalement, la commande publique, c'est entre 10 et 15% du PIB. Vont vers la commande publique. 10 et 15% du PIB, nous on a un PIB qui a à peu près 3,5 milliards de dollars. Ça veut dire que si on prend 10% du PIB, c'est 350 millions de dollars qui devraient aller vers la commande publique. Donc 44 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une marge qui nous échappe. Il faut rappeler que nous étions l'année dernière à 20 milliards. Donc on est passé de 20 milliards à 44 milliards, ça veut dire quoi? Ça veut dire d'abord que de plus en plus, les administrations ont confiance à la Commission. Et puis, ça veut dire aussi que le travail de la Commission est devenu un peu plus important. Et puis, dernièrement, je voulais dire par rapport au rapport que nous publions, là aussi, j'aurais aimé avoir les avis de nos amis qui sont venus des autres pays africains. Nous, on a fait en sorte que les rapports soient le plus exhaustifs possible. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, si j'ai un marché, bon, malheureusement, je ne peux pas y croire, mais si j'ai un marché, mon nom apparaît. Toutes les personnes qui ont eu un marché, leur nom est publié. Donc vous avez à la fin des rapports la liste des personnes qui ont eu le marché. Et ça veut dire qu'on va essayer d'être le plus transparent possible. Et je crois que là aussi, je voulais féliciter d'abord le secrétariat et la commission du marché d'avoir eu le courage de publier l'intégralité des noms. Tout le monde, aujourd'hui, nous savons qui a des marchés, nous savons quand il y a des marchés, nous savons comment il y a des marchés. Savoir ici, au niveau national, si c'est un marché des gradués, si c'est clair, c'est tout transparent. Et ça, nous l'avons fait, c'est pas la demande, on discute parfois sur les bailleurs, c'est pas la demande de bailleurs qu'on a fait ça, c'est parce que les concitoyens nous ont demandé ces informations-là. Ce sont les autorités qui nous ont donné ça, ce sont les concitoyens qui nous ont donné ça. Et c'est à eux, en premier lieu, que nous montrons que nous avons. Donc nous voulions que nous puissions lever l'opacité qu'il y avait sur tout ce que nous faisons. Et c'est pour ça aujourd'hui que nous avons fait tout le monde nous dire, venez nous dire ce qu'il en va. Comme ça, Inch'Allah, on va essayer d'arriver. Mais je voudrais écouter nos amis, nos amis qui sont venus des. Bon, c'est pour ça très loin, c'était quand même une petite faute là. Hein? Et on va vous séparer là, c'est d'accord?
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général du gouvernement. Moi, c'est Jean-Claude Ndouimana, le directeur général de l'autorité de régulation des marchés publics du Burundi. C'est un plaisir pour moi pour participer à ce colloque. C'est la première fois que je visite le pays de Djibouti. En tout cas, je n'ai pas perdu mon temps pour venir ici, mais au niveau de notre système de passation des marchés publics, je veux dire que le système du Burundi est un peu différent, mais quand même, je vous félicite pour la volonté d'ouverture. Ça vous permet de s'ouvrir au monde et de se conformer peut-être à certains standards qui sont internationaux. Et comme les partenaires de développement ici l'ont signalé, il y a des standards en marché public qu'on doit suivre. Au niveau du Burundi, je dois dire que la passation des marchés elle est décentralisée depuis 2008. À partir de 2008, on a décentralisé, on a mis en place les cellules de passation des marchés, les autorités contractantes, on a mis les directions de contrôle et enfin on a mis une agence de régulation qui est indépendante à son sein, qui est composée du secteur privé, de la société civile et du gouvernement. Au niveau des missions qui sont assignées à l'autorité de régulation des marchés publics, il faut signaler que au niveau, nous félicitons la Commission pour le rapport qui est publié. Chaque année, on publie des rapports annuels de passation des marchés. Et chaque année, on doit faire un audit de tous les marchés qui ont été passés par nous. Et chaque année. Donc, et désormais, on a décidé d'instaurer une semaine dédiée à la commande publique. Et chaque année, on doit faire des débats et essayer d'évaluer qu'est-ce qui s'est fait au niveau de la passation des marchés publics. Au niveau du portail, le spécialiste de la BAD l'avait signalé, je n'ai pas vu au niveau du portail où on publie les plans de passation des marchés. Donc je crois que c'est important qu'il faut mettre à l'onglet où chez nous on mentionne tous les marchés et les montants qui seront passés au cours de l'année. Donc je crois qu'il faut ajouter ça. Au niveau de la dématérialisation des procédures, je crois que vous avez une très bonne ambition, mais vous avez dit qu'en 2025, vous êtes capable de dématérialiser tout le processus. Je crois que je vous encourage, mais c'est très difficile parce que c'est un très grand chantier ça demande beaucoup de choses. Et au niveau du Burundi, on a essayé de faire un développement à l'interne, mais quand même, aujourd'hui, la Banque mondiale vient nous aider à parachever ce chantier. Mais si vous avez aussi besoin d'un échange d'expérience, je vous recommande le pays, la Tanzanie. Je crois que on m'avait demandé les contacts de l'agence de régulation de la Tanzanie pour qu'ils participent. Je crois qu'ils sont les premiers qui vont essayer de développer à l'intérieur le système. Et c'est beaucoup plus intéressant puisque il y a appropriation au niveau de la plateforme. Donc, voilà, je crois que le reste, on peut continuer à discuter quand on sera dans la pause. Mais quand même, d'emblée, je dois vous féliciter pour cette volonté d'ouverture et d'essayer d'aller de l'avant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je suis Delvé Zirignon Constant de la Côte d'Ivoire. Et je voudrais dire que notre système se rapproche davantage de celui du Burundi que du vôtre, même si bien sûr il y a des similitudes sur de nombreux points. Alors nous avons ce qu'on appelle chez nous les directives de l'UEMOA, qui est une organisation sous-régionale.
Et donc, ces directives-là ont prescrit les fonctions de passation et de contrôle et celles de régulation. Et donc, nous avons la passation qui est l'affaire des cellules de passation au sein des autorités contractantes. Le contrôle a priori qui est assuré par la Direction générale des marchés publics. Et puis le contrôle a posteriori, donc, qui est assuré par l'Autorité nationale de régulation des marchés publics, dont je suis membre du Conseil de régulation. Il est composé de 12 personnes, et donc de 3 représentants du secteur privé, de 3 représentants de la société civile, et de représentants du gouvernement. Alors donc c'est 4 et pas 3, contrairement à ce que j'ai dit. Et je représente au sein de ce conseil le ministre de la Justice et des droits de l'homme, parce que je suis magistrat hors hiérarchie dans ma profession. Alors, l'ANLMP est une autorité administrative indépendante, et donc elle a en son sein les organes de recours pour connaître des litiges et des différends, mais également pour sanctionner les acteurs, qu'ils soient publics ou privés, qui violent la réglementation, qui se livrent à la corruption. Et puis après, on établit une liste noire de toutes les personnes qui sont sanctionnées, qu'elles soient privées ou publiques, qui ne devraient plus pouvoir, en tout cas pour les privés, participer au marché public pendant un certain temps. Et donc, voilà, pour ce qui concerne la dématérialisation, je pense que c'est une très bonne chose, c'est la voie à suivre parce que c'est la meilleure façon de lutter contre la corruption dans le système, parce que ça évite les manipulations et les rencontres entre des personnes. Mais c'est un chantier qui est vaste, comme mon collègue l'a dit. Il y a beaucoup de, je n'ose pas dire de prérequis, mais il faut quand même qu'il y ait un Internet qui marche très bien et partout, où on peut trouver des potentiels soumissionnaires. Ici, je ne sais pas, mais chez nous, je sais qu'on a encore des petits soucis avec Internet, ça ne marche pas très bien partout, mais c'est un élément qui est très important. Alors, ce sur quoi je voudrais, avec votre permission, terminer, c'est peut-être sur la question de la préférence nationale qui a été évoquée tout à l'heure. Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est que, qu'on le veuille ou pas, le monde est très compétitif et il le sera de plus en plus. Alors c'est pour ça qu'il faut peut-être imaginer la possibilité de rendre nos petites et moyennes entreprises de plus en plus compétitives en les mettant ouvertement en compétition avec tout le monde. Parce que l'idée, elle n'est pas mauvaise que les entreprises locales soient préférées aux entreprises étrangères, mais je pense qu'il faut, au-delà de cette perspective-là, penser à la possibilité pour les entreprises nationales de gagner des marchés à l'international aussi. Et je pense qu'à l'international, il y a beaucoup plus d'argent à gagner qu'au plan national. Et je le dis pour la Côte d'Ivoire et pour tous les autres pays africains. Et donc, je pense qu'il faut pousser la réflexion de ce côté-là aussi. Peut-être en allant vers des marges de préférence pour permettre à n'importe quelle entreprise qui remporte un marché de sous-traiter une certaine part avec les entreprises locales. Ça peut être une fois. Voilà, je vous remercie. Hello everyone. Let me say, start by appreciating
appreciating the invitation to be here. I'm not sure whether everyone is understanding me. We understand. Proceed. My name is Rose. I'm here representing the Public Procurement Regulatory Authority of Kenya, and I really want to pass our appreciation to this invitation, and even just to be part of this and sharing our experiences together. To start off, just to give a brief in terms of the procurement system in Kenya, in the context of preference, the earlier discussion we had, is that Kenya is, we have two levels of government in Kenya. We have the national government and the county government, but the procurement system and the law that governs procurement is one, what we call the Public Procurement and Service Law Act. And I think what I would say is the greatest strength for the country as far as the preference is concerned is when we look at it in the context of the key things in procurement is the strategy in terms of the law. Because when we talk of preference in public procurement in Kenya, this is something that is provided for and enshrined in the supreme law of the country, which is the Constitution. Our Constitution is very clear on two aspects. The first one is the key principles that we talk about, the transparency that we are seeing here coming up, issues to do with accountability, competition, and value for money. That is one thing that the law and whatever regulations that we come up with as the regulator, we have to ensure that they are enshrined because they are provided in the Constitution. The other key area that the Constitution provides for and what governs our law is issues to do with protection of the marginalized communities and then the promotion of local industries. And that is where now we have the issues of national preferences coming in. Now for us, we do them at two levels. There's what we call the preference and the reservations. When we get to the disadvantaged groups, because again the law is very strong, when we talk of disadvantaged groups in Kenya, we are referring to the youth, women, and persons with disability. They are always given a preference in public procurement, and this is governed in the law. It provides that for every procuring entity in Kenya, here this is what we are calling contracting authorities, I think. For us, it is public entities. Now, the law requires that out of their entire procurement budget, they have to set aside 30%. And that has to be from the youth, women, and persons with disabilities. And these are identified. We have a secretariat that is at National Treasury or Ministry of Finance in some countries that does register these groups of people. Then we have also, because under national preference, we are also promoting the local industries. And I want in Kenya, we are calling the Buy Kenya, Build Kenya. So the law is very strong on that. And actually in Kenya, for you to go to the international market, you first need to ascertain that actually you cannot get that in Kenya. Now one of the issues that did come out earlier, and also which is a challenge, is the issue of the skills and the expertise that does attend that, because we also have that. Currently, there's a lot of infrastructural development that is happening in Kenya, but what happens at times, if you give a major load to a local contractor, within 2-3 years, you need to get back to do the repairs and all that. Okay? So we appreciate there could be technology that is out there that we do not have, but what has the government done? There are requirements that even when you're sourcing internationally, then the international bidders, as part of the tendering process, there's what we refer to as the skills transfer, and they need to demonstrate this. The involvement of the local people, how to build the capacity and the skills down. Just in appreciating that at times there could be those challenges, but how do we address that by ensuring that we are building the internal skills. That was just a brief, so that I don't take much time. Not to the system. In Kenya, in terms of reporting public procurement, yes, we have a system, which is the Public Procurement Information Portal. It's available online. You just search and you're able to see the information
we publish all contracts awarded and quite a lot of that. But just sticking to the theme of this, which is public procurement as a strategic development tool and the issue of fighting corruption, what would I say are the lessons that we have learned? When I look at this, especially we are talking of strategic development, I feel like at times we are quick to know what it is that we are suffering from. Maybe for us it's the high unemployment and all that. Then we come up with strategies, but without first thinking through the measurement aspect. How are we able to tell that we are actually achieving that? And I'm saying that in the context of the system. Because where we are at now, yes, we have the public procurement information system, but it does not adequately enable us to measure. When we talk of national preference, can we confidently say that we have grown our SMEs from this level to this level? And so what we are doing now is that we are getting back and trying to identify which are the measurement parameters that we need to unfold and have a review of the system, so that whatever statistics and information that we are getting from that is able to adequately inform us on where we are heading. So I'm unfortunately not able to look at your system. It's largely in French and tell what is there. But in terms of lessons, and when we talk about strategic public procurement as a strategic development tool, is the need to think through the strategic management of this aspect. So you have your strategies in place, ensure that you have identified what are the measurables. Then how do you translate that to the data that you need, so that at any one time in terms of data availability from the system, you're able to measure that. We are also using the tool in terms of, again, because the thing also has an element to do with fighting corruption. It's trying to engage the citizenry in getting the information. One of the main, I would say, unethical practices that we have is where you're having various bidders. Maybe one bidder hearing, 20 names, 20 companies, and it is one and the same person. And in essence, what that means is that you need a competition. So we've gone ahead, I don't know whether it is here, in terms of even requiring the disclosure of the beneficial ownership. And all this information is included also in the portal, where now we are trying to invite the citizenry to participate and assist in disclosing, or assist actually in monitoring, if I would call it that way. Now, our key challenges as far as this is concerned, as Kenya, is the issue of compliance in terms of reporting. We are still, since this is something that came in after entities have already started submitting the information, we are experiencing low compliance rates to reporting entities publishing the information. But the country is trying to come up with the strategies in terms of enforcing that, and there's also something I would want to hear how it is here in terms of compliance to the reporting. And one of the measures may be that the Ministry of the National Treasury is trying to see, is it possible to tie in the issue of release of funds? I don't know how it is done here in Kenya. Funds are released from the National Treasury, so that entities or contracting authorities, as we call them here, are given funds based also on their level of publication of contracts and all that. So we are reviewing the enforcement mechanism in our country, because that is what has found to be weak. I think naturally that the issue of technology, yes, we still have certain areas that may not yet have the network coverage, because for us, when we talk about public procurement and the entities we oversee, it includes even the primary schools in the very remote areas, for as long as any entity is funded using the exchequer or the public funds. So there are certain areas that are still not yet well covered in
in terms of the global daily experience, those challenges, and that's what we are currently working on. So thank you. Je suis là aujourd'hui pour apporter un peu de recommandations. C'est aussi mon rôle. Je dois d'abord saluer le secrétaire général du gouvernement et l'initiative de sortir de l'opacité parce que la commande publique, c'est quand même un des épines dorsales, une des épines dorsales de la gestion des deniers publics de façon générale. Et cette démarche, cette approche, quelque part, moi et puis mes confrères ici présents, je crois qu'elle n'est pas nombreux, mais quand même elle est là, en tant que contrôleur de l'État, ça nous rassure davantage. Ça nous rassure davantage parce que la commande publique, déjà, l'intitulé en soi, comme outil de développement, sous-entend aussi équité, justice. Et ça, justement, c'est l'incontournable dans la gestion des deniers publics. Et je penserai aux personnalités qui valident directement les deniers publics de façon générale. Donc, nous, en tant qu'inspecteurs, je vais quand même féminiser le mot, en tant qu'inspectrice en général, mon souci premier, c'est quelque chose que les inspecteurs, parce que c'est un métier qui est surtout chez nous, et à l'inspection générale des finances, qui est l'une des institutions les plus vieilles du pays, qui a été créée en 1997. Ça fait pratiquement bientôt une trentaine d'années. C'est quand même notre rôle est d'apporter conseil, c'est vrai, nous ne sommes pas des coupeurs de tête, c'est ce que les gens croient, mais nous sommes là pour éduquer, pour apporter notre point de vue par rapport au respect de la réglementation. Le plus important, c'est ça. Et la commande publique, justement, ce que je vois, ce qui a été présenté, et je dois saluer cette approche, c'est en fait en quelque sorte asseoir le respect de la réglementation, asseoir l'éthique en fait. Et cette éthique-là, elle doit être généralisée, c'est vrai, mais avant ça, aujourd'hui nous sommes là autour de ce colloque, c'est aussi une manière, je crois que le message est clair, c'est une manière de vulgariser, de sensibiliser ceux qui détiennent la gestion des deniers publics directement, mais aussi ceux qui derrière veillent. Parce que nous sommes la veille, nous sommes la surveillance, mais aussi nous sommes des éducateurs aussi quelque part. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui un débat décomplexé, parce que quelque part, nous sommes en train d'ouvrir un nouveau paradigme dans la gestion des deniers publics. Et ce paradigme-là, un jour, ça devrait arriver. Et je crois que c'est tout un début, et aujourd'hui, c'est le début du début. Moi, personnellement, ce qui va le plus interpeller, déjà, la publication, le portail en soi, bravo. Mais allons encore, avançons, amorçons, cassons ce mur, et on va y arriver. Arriver avec les institutions de contrôle, et encore, l'institution dont je fais partie est spécialisée, son domaine de spécialisation, c'est la chaîne de la gestion des deniers publics directement. Et nous sommes là pour apporter nos conseils, nos recommandations, mais aussi notre expérience. Nous sommes là pas pour titiller, mais pour former, pour éduquer, pour avertir. Un homme averti en vous deux, comme disait. Donc, un jour, la sanction arriverait. Les femmes aussi, hein. Un jour, la sanction arriverait, oui, mais les administrateurs de crédit, les comptables publics, les ordonnateurs des budgets sont tous avertis. Et donc, là, c'est de
façon générale. Je vais aller directement à une recommandation que je tiens à cœur, qui me tient à cœur. C'est sur l'aspect des marchés gré à gré. Les marchés gré à gré, il faudra qu'on sorte de l'aspect urgence. Pourquoi gré à gré? Gré à gré, c'est l'aspect exceptionnel. Donc, il faudra qu'on arrive, et je sensibilise davantage mon ami, le secrétaire général du gouvernement, qui est président de la commission, et je crois qu'il partage profondément mes soucis par rapport à ça, c'est de dire, oui, mais les urgences, c'est pas, si c'est aujourd'hui, mais encore dans 1 ou 2 mois, encore une autre urgence. La gestion des deniers publics ne doit pas être gérée ou conduite de façon urgente. La chose publique. Voilà, elle doit être réfléchie, mais en même temps, elle doit avoir une certaine vision. C'est demain en fait. Les deniers publics, c'est des biens communs. C'est ce qui réunit une nation et qui donne aussi sa force. Gérer les deniers publics de façon transparente, de façon, on va dire, solide, au respect de la réglementation et de l'éthique, c'est aussi laisser derrière nous un héritage pour les enfants de demain qui arrivent, hein, donc, et qui nous attendent, parce que ce pays-là, ça serait quoi? Donner le flambeau, et ce flambeau-là doit être pris de façon solide. Là, les marchés créés, comment éviter les 10%? Je voyais sur le calendrier que ça, merci, on peut les éviter. Les éviter pour en fait quelque part mettre en alerte régulière le système de veille publique que l'État a justement. Et l'État a un système de veille publique. Et c'est quoi ce système de veille publique? C'est les institutions de contrôle, IGF, IGE, voire plus loin la Cour des comptes, qui sont là à apporter justement leur part. Et c'est justement là où le débat doit se concentrer. Et ces 10%-là doivent arriver, il faut qu'on se dise les choses telles qu'elles sont, à 1%, voire à 0,0 machin. Voilà. Ça, et justement, cette volonté doit venir. Et sortir justement, est-ce qu'un jour les institutions de contrôle puissent s'autosaisir? Et ça, c'est à nous de formater notre législation par rapport aux impératifs actuels face aux enjeux des deniers publics. Donc les 10%, on peut les mettre à 0, machin. Ensuite, revenons sur la préférence nationale. Je suis partisan, je ne le cache pas, partisan de la préférence nationale. Oui, les partenaires au développement sont là, bien sûr, et je profiterai de là à passer un message. Chaque pays a quand même a le droit et on va dire cette légitimité de formuler à sa façon ses propres règles. Et justement, un partenaire est là pour être un partenaire, c'est-à-dire bien un esprit gagnant-gagnant. Normalement, cette approche doit, et d'ailleurs, je félicite la Commission de vouloir percer et d'imposer cette référence nationale. Les partenaires au développement, parce que la commande publique comme outil de développement, si cette notion est respectée, l'outil de développement, quelque part, qu'est-ce qu'on entend? On entendrait une équité, une justice face à la commande, devant la commande publique. Mais les bailleurs de fonds, oui, ils ont leur propre souci, on va dire, de transparence, mais n'empêche que l'État justement a aussi ses propres soucis de transparence, mais il faut qu'on arrive à faire de sorte à ce que les bailleurs de fonds, si c'est des partenaires, justement le partenaire doit respecter les vœux et la voie qui a été tracée. Je rebondis par rapport à monsieur de la Banque mondiale. Oui, la Banque mondiale doit accompagner, en tant que partenaire, la République de Djibouti par rapport à sa vision, par rapport à ses souhaits quant à la gestion des deniers publics. Et je pense que monsieur, la préférence nationale, c'est aussi un outil de développement. Je voyais les réactions des jeunes djiboutiens. Oui, à un moment donné, tout a un début. Et cette préférence nationale doit être respectée à sa juste valeur. Je reviendrai dans le débat de toute façon plus tard. Il y aura beaucoup de panel. Je pense qu'on est Vous avez des réflexions par rapport à vous avez commencé à répondre. C'est par rapport au signe. C'est par rapport à la
question de gré à gré. Le gré à gré, il faut comprendre que c'est engravé par la loi. L'urgence, une des conditions, mais ce n'est pas la seule condition. Il y a 4-5 conditions en tout par rapport justement à l'approbation, en tout cas la révision d'un marché de gré à gré. Après, nous, à la commission, justement, on est les premiers à dire, dès qu'on entend gré à gré, d'ailleurs sans attendre même, si avant tu connaissais les conditions même, on est les premiers à dire pas gré à gré, dès qu'on voit le mot gré à gré dans la liste des points d'ordre d'un jour de premier, il faut savoir que le gré à gré, à partir du moment où c'est conforme aux conditions qui sont prévues par la loi, il n'y a rien de. Mais, pour dire encore, voilà, s'il y a des choses à améliorer par rapport à ces conditions ou de manière à éviter davantage de gré à gré, je crois que l'idée n'est pas mauvaise. Je vais juste compléter. D'abord, il faut savoir d'où nous venons. Il faut savoir où nous allons. Quand je mentionné tout à l'heure, le rapport soulignait 44 milliards cette année, 20 milliards l'année d'après. Ça veut dire quoi? Ou bien vous êtes ouvert, c'est une réalité, ou bien les administrations commencent à se conformer à la réglementation. On était à 20 milliards, l'année d'avant, on ne pas l'année d'avant, on était à 19 milliards. Ça veut dire simplement qu'aujourd'hui, au fur et à mesure, les administrations sont en train de se structurer. Certaines administrations n'étaient pas prêtes pour les appels d'offres. Certains contrats que nous avons fait passer en 2023 constituent des régularisations. Et le gros de ces régularisations est devenu essentiellement des missions du budget. Donc aujourd'hui, on leur a dit que vous venez vers la réglementation et de mettre dans les appels d'offres. Vous avez raison, la méthode c'est de concurrence. Et c'est nécessaire pour tous. Mais aujourd'hui, ce que nous faisons, et à travers les débats que nous avons aujourd'hui, et à travers les discussions que nous avons aujourd'hui, c'est comment nous améliorons le processus. Et comment nous aidons nos administrations à améliorer chacune la processus. Donc ça, c'est un travail de longue haleine. Je ne promets pas qu'on y arrivera l'année prochaine, mais j'espère que dans les années à venir, ce sont des choses qui seront appelées à disparaître. Et peut-être que dans 2 ou 3 ans, on aura le cas comme ça. Et on a pris beaucoup de temps, peut-être que vous voulez rajouter un mot. C'est pas de vous dire non. En fait, juste que c'était pour. Et ça a été. Il avait donné parce que les gré à gré, quand même, si les procédures sont déjà là, c'est qu'il faut respecter les procédures du gré à gré. C'est ça qui est là. Et c'est vrai on ne peut pas enlever les gré à gré comme ça. Bien, ça peut enlever, mais il faut respecter. Il faut respecter les procédures. Et la commission des marchés, ce n'est pas eux qui vont dire comme ça, de toute façon. Et voilà. C'est qu'il faut que les gré à gré respectent les procédures. Ça, c'est la première chose. Bon, deuxièmement, moi, il y a un point sur lequel c'est vrai qu'actuellement, on est dans une phase où le portail est là. C'est quelque chose qui est bien. Ça va, c'est vraiment une première étape. Et ce qui va arriver dans une deuxième étape, ce sera comment intégrer ce système de portail pour que le système parce que c'est la gestion des finances publiques qu'on est en train de parler. Oui. Et il faut que lorsque le marché a été approuvé, il va passer dans une phase d'exécution budgétaire. Et là, il rentre dans notre circuit. Il faut que ce lien entre la commission qui a fait son travail et l'exécution budgétaire qui doit se faire. Et ça, c'est le rôle aussi des institutions de contrôle qui doit jouer le rôle pour s'assurer à ce que le marché qui a été approuvé a été exécuté conformément exécuté. Et ça aussi, c'est une deuxième challenge qui doit venir à l'avenir et qui sera vraiment. Merci. Vous avez envoyé la fin chez eux. Je pense qu'on va passer à la présentation de Mme Khadija, mais qui se fait tard. On aura le temps de discuter autour du déjeuner. Le résultat peut se faire à ce niveau-là. Mme Khadija, je vous passe la parole. Merci à tous. Je tiens d'abord à remercier en fait tous les gens que j'ai pu rencontrer, qui ont pris le temps, la transparence et la qualité des échanges. J'ai pu rencontrer les membres de la CNLP, les membres du CRD, un peu des soumissionnaires, quelques soumissionnaires et des membres des autorités contractantes. Donc en fait je tiens à remercier toutes ces personnes.
Donc l'objectif, c'était justement de faire voilà, une revue de performance du système de passation des marchés publics à Djibouti. Il faut quelqu'un pour passer les... Oui, j'ai bon, bah, non, c'est pour préciser quand même que c'est nous que nous avons demandé des cas. Je suis en train, je vais le faire. Ah, c'est pas quel là? Je vais le faire. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis effectivement très contente d'être là, et surtout à Tadjoura. Et contrairement à Sagan, c'est ma deuxième visite à Tadjoura. Donc, voilà. Donc, on passe. Donc voilà, en fait, cette mission-là, elle est issue d'une initiative de la Commission nationale des marchés publics, donc, qui a demandé justement un appui technique pour la revue du système de passation des marchés. Donc l'objectif, en fait, c'est qu'on puisse revoir un peu tout le cadre institutionnel, la documentation, la performance. On a vu ça sur la base des chiffres qui m'ont été partagés par l'équipe de Sagal. La capacité de gestion de la commission, les réformes qui ont été réalisées, et puis l'impact sur tout ce qui est fiscalité, emploi, impôts, et quelles sont les opportunités de développer tout ce qui est commande publique durable. Donc commande publique durable, on aura l'occasion après peut-être d'en discuter. Donc en termes de contexte, il y avait eu une évaluation MAPS qui avait été réalisée en 2019 par les équipes du gouvernement avec l'appui de la Banque mondiale. Cette évaluation avait fait ressortir effectivement plusieurs bonnes pratiques, que ce soit le cadre réglementaire qui a été formalisé justement et qui se conforme aux principes directeurs qui ont été fixés en fait dans ce code des marchés, c'est la transparence, l'économie, l'efficacité et l'équité. Puis tout l'arsenal de documentation qui ont été établis, notamment les documents types, les conditions générales, le manuel des achats, l'élaboration de manuels des procédures et puis la partie charte éthique et déontologique. Après, il y a eu une feuille de route qui a été fixée en 2022, j'en parlerai après. Elle a été fixée, qui doit récapituler justement toutes les réformes qui doivent être apportées au niveau de ce code qui est, on va dire, au tout début, mais qui doit avancer pour aller encore plus dans l'optique d'aller vers la transparence et vers l'application des principes directeurs. Et puis, cette feuille de route, il y a eu une priorisation de la part de la Commission nationale des marchés publics pour les réformes qui sont amenées dans le cadre de cette feuille de route. Alors, pour la mission pour laquelle j'ai été mandatée, en fait, on a eu une démarche. Donc, la première démarche, c'est une revue documentaire. Donc, ce qu'il faut dire, c'est que cette mission, elle va durer entre 15 jours et 20 jours. Elle a duré entre 15 jours et 20 jours. Donc, une partie revue documentaire où j'ai pu recevoir un peu toute la documentation. Donc, Sagal a eu l'occasion de m'envoyer un peu tous les documents institutionnels, les manuels, les documents types, les rapports d'activité, etc., les chiffres, les tableaux de suivi. Ensuite, à Djibouti, on a pu faire des ateliers avec les différentes entités, donc la CNLP, les CRD, le CRD, les autorités contractantes et les soumissionnaires, pour après, sur la base des différentes conclusions, pouvoir sortir avec des recommandations et des perspectives pour aller plus loin dans la professionnalisation de la commande publique. Et je pense que ce terme est très important, la professionnalisation, parce que c'est ce qui va amener justement en fait la commande publique à aller de plus en plus vers la transparence et vers l'équité. Alors, typiquement en termes des principaux constats, en termes de cadre institutionnel, donc en 2019, le tableau à gauche, il y a tous les documents qui étaient là en 2019 et sur lesquels s'était basé le MAPS. En 2022, il y a l'introduction de 2 décrets et de 2 arrêtés, et notamment un décret qui porte sur toute la partie inéligibilité à la commande publique, le décret qui nomine en fait et qui institutionnalise le comité des différends et qui l'opérationnalise, le décret sur le portail des marchés publics, qui va justement parler de ce portail institutionnalisé, et puis l'arrêté qui parle de l'attestation générale et qui modifie son format. Donc son format pour qu'il devienne beaucoup plus adapté au contrôle au niveau de la commission pour vérifier justement la régularité de l'entreprise par rapport à sa régularité fiscale et la régularité par rapport à ses déclarations CNSS. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2025, il y a une ambition de revoir tout le système par rapport à toutes les ambiguïtés qui ont été notées, aux incohérences, et c'est normal, hein, dans un fonctionnement, on peut noter dans un fonctionnement au quotidien, on peut noter quelques incohérences et ambiguïtés. Tout ça, la Commission, elle a pour ambition de revoir ça en 2025
pour pouvoir apporter justement ces amendements et dans le nouveau code prévu en 2025. Alors, j'ai beaucoup entendu parler de préférence nationale, bon, sur la base de ce qui a été dit. Bon, je ne vais peut-être pas reprendre ce qu'a prévu le code au niveau de la préférence nationale, mais ce qu'il faut dire, c'est que, voilà, c'est ça, on passe dessus. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est qu'en termes de pourcentage, on voit l'évolution du pourcentage. Donc, en 2021, le Djibouti était à 33% des montants, des marchés en montant, qui étaient attribués à des entreprises djiboutiennes, et actuellement en 2023, le chiffre est de 53%. Donc on voit qu'il y a quand même un effort qui est fait et une évolution régulière qui est apportée au niveau de cette préférence nationale. Alors, concernant toute la partie organisation de la CNLP, donc la Commission nationale des marchés publics, elle a mené plusieurs chantiers au niveau de, et je pense que Sagal a eu l'occasion de partager pas mal d'actions. Donc en fait, je vais peut-être parler principalement des principales actions, le renforcement des effectifs, la réduction des délais, et puis le pilotage de tout ce qui est dossier, traitement des délais de dossier, délais de traitement de dossier. Donc on voit par exemple sur le schéma à côté, là on n'a pas forcément les chiffres de 2022, mais il y a une réelle amélioration qui a été apportée entre le délai de passation de 2023 et 2024. Et je pense que des efforts sont encore en train d'être faits pour justement encore plus améliorer ce délai. Publier les rapports, ça je pense que ça a été bien parlé, et puis ensuite introduire le modèle d'attestation générale. Alors concernant ça, il y a 2 personnes qui assistent à la commission des marchés publics pour pouvoir justement attester de l'authenticité de cette attestation générale. Donc c'est un membre de la CNSS et un membre de la Direction générale des impôts qui assistent à cette commission pour pouvoir justement valider cette attestation générale et son authenticité. Alors, le comité de règlement des différends, là j'ai eu l'occasion effectivement de rencontrer les membres du comité. Ce comité a été opérationnalisé en 2022. Donc là, effectivement, il y a bientôt 2 années de fonctionnement. Et ils ont pu statuer sur plusieurs dossiers. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils reçoivent des requêtes, que ce soit de la part des soumissionnaires ou que ce soit de la part des autorités contractantes. Donc ça, c'est un point important parce que ça permet en fait d'avoir cette confiance, de développer cette confiance dans la commande publique. Donc une charte et un règlement intérieur ont été établis avec des délais qui sont fixés au niveau du process. Une réception des plaintes maximum 7 jours après la publication et puis un délai de procédure qui soit maximum de 10 jours. Après, je pense qu'il y a des cas particuliers sur lesquels le CRD rencontre quelques difficultés à contacter les plaignants, etc. Et je pense qu'il y a un travail qui est en train d'être fait par rapport pour corriger tout ça. Alors le portail, je ne vais pas trop en reparler, mais bon, la première version qui a été déployée, donc je pense qu'elle a été bien détaillée. Elle permet justement la publication des avis, la publication des documents et puis toute la partie statistique, d'établir les statistiques. Et puis, on a une deuxième phase. Par contre, celle-là qui est très ambitieuse et je rejoins ce qui a été dit par rapport à ça. Nous l'avons vécu aussi au Maroc. Cette partie-là prendra énormément de temps de connecter les soumissionnaires parce que ça nécessitera et des moyens techniques et des moyens de développement qui sont très importants. Effectivement, il faudra qu'un soumissionnaire qui soit dans une région puisse avoir la technique nécessaire pour pouvoir justement charger son dossier d'appel d'offres et qu'il soit téléchargé au niveau de la commission. Et ensuite de pouvoir gérer les contrats directement sur la plateforme, là aussi je pense que c'est un challenge qui doit être adressé dans la prochaine phase du projet. Donc il y a des séances de formation qui ont été adoptées et je parlerai plus tard de la formation. Je pense qu'il faudra continuer justement à apporter encore plus de formation pour accompagner et les autorités contractantes et les soumissionnaires dans ce déploiement. Alors, peut-être rapidement, juste le fait que voilà, les autorités contractantes et les soumissionnaires ont exprimé un peu leur satisfaction par rapport à tout ce qui a été mené jusque-là. J'ai eu quelques remarques aussi par rapport à certaines autorités contractantes qui souhaitent développer un peu plus les petits soumissionnaires, donc qui n'arrivent pas à participer à la commande publique faute d'expertise, pas d'expertise mais faute de référence on va dire plutôt. Et donc ces petits soumissionnaires, il faudrait pouvoir un peu les accompagner, peut-être simplifier aussi les procédures de façon à ce qu'ils puissent accéder à une partie de la commande publique. Donc ça c'était une remarque qui m'a été faite
durant les entretiens. Et puis aussi accompagner justement un peu les soumissionnaires dans leur participation aux appels d'offres pour constituer. Peut-être que ça semble simple, mais c'est pas simple pour tout le monde de pouvoir constituer un dossier d'appel d'offres. Alors les chiffres, bon ça c'est des chiffres qui sont de la part, qui sont traités au niveau du secrétariat technique de la Commission nationale. Donc on voit apparaître en fait les évolutions des marchés en montant en nombre, et puis le nombre d'autorités contractantes qui participent à la commande publique sont de plus en plus importants, et puis même les soumissionnaires, il y a de plus en plus de soumissionnaires qui font confiance et qui participent à cette commande publique. La feuille de route. Donc en 2022, j'en ai parlé, je pense Sagan, tu as eu l'occasion peut-être d'en parler aussi, c'est une feuille de route assez ambitieuse qui a été mise. Elle se base sur toute la partie cadre juridique, la partie technologie des informations, donc la partie digitalisation, le renforcement des capacités des acteurs des commandes publiques, la partie développement durable qui est un point très important par rapport à la commande publique et qu'il faut instaurer. Je pense qu'il y a eu pas mal de réunions qui ont été faites pour pouvoir justement impliquer justement les parties prenantes et pouvoir introduire au niveau du prochain code des réformes qui touchent cette partie. Et puis le renforcement de tout ce qui est intégrité, bonne gouvernance, donc les audits et tout ça à introduire au niveau du prochain code. Alors dernière slide, vraiment à court terme, donc c'est les amendements prévus en 2025, les ambiguïtés, les contradictions et les omissions. Je pense que là maintenant les gens ils connaissent très bien, ils savent très bien qu'est-ce qui doit être mis au niveau du prochain code. Intégrer les critères de développement durable, donc participation des PME, PMI, les encourager, les accompagner, favoriser les régions déshéritées. Je pense que là, il faudrait peut-être prévoir quelque chose au niveau du prochain code pour dire que si on a un marché, par exemple, au niveau d'une région, qu'on puisse avoir des personnes qui travaillent dans cette région qui soient incluses dans le code. Donc ça, c'est peut-être quelque chose à prendre en compte. Ça a été introduit dans d'autres codes, mais je pense que ça a son apport par rapport au vôtre. Prendre en compte le volet des droits de l'homme. Bon là, je pense qu'il y a pas mal de réunions qui ont été faites et je pense que vous avez des idées par rapport à ça. Mettre en cohérence l'ensemble des documents. Là, il y a un gros travail qui devra être fait après par rapport à ça. La solution de e-procurement et son déploiement. Je pense que ça va prendre du temps. Je pense que ça ne sera pas fait en 2025. Ça nécessitera beaucoup d'efforts. Les contrôles a posteriori des marchés, vous avez parlé de la phase exécution. Effectivement, il faudra inclure cette partie parce que cette phase exécution, c'est ce qui garantit qu'un fournisseur pourra revenir dans la commande publique et pourra faire confiance à la commande publique et pouvoir reparticiper. Donc, opérationnaliser les audits et mettre en place un dispositif de formation. Tout projet de transformation qui n'est pas accompagné par une conduite de changement, il ne pourra pas justement réussir. Et donc du coup, il faudra institutionnaliser en fait des formations beaucoup plus poussées, des formations en continu sur toute la partie, que ce soit la passation et l'exécution. Parce que ce n'est pas simple vraiment dans la commande publique de pouvoir suivre toutes les étapes. Il y a beaucoup de choses qui sont demandées. Il faudra outiller justement et les autorités contractantes et le secteur privé pour pouvoir participer à cette commande publique. Voilà, merci beaucoup. C'est le genre qui a pris le leadership. Bonjour, salam alaikum. Voilà, mon nom, je m'appelle Kaltoum Ali. Je suis la gérante de l'entreprise intégrale Sport Djibouti. Voilà, je suis une Djiboutienne. Et voilà, j'ai juste une remarquable félicitation à l'ANCI. Félicitations pour votre connaissance de la part du secrétaire général et d'une réalisation remarquable et le soutien des équipes juridiques est essentiel pour les entrepreneurs. Surtout sur votre cas, tant qu'un jeune entrepreneur, en général, à Djibouti, on continue tout votre bon travail que vous faites, surtout nous les jeunes. Ce qui est très essentiel de ma part. Moi, je suis une entreprise nouveau qui est récemment démarrée depuis 3 ans et c'est grâce à la présidente de la République du Djibouti qui nous dit de faire un avantage pour vous les jeunes et on est là pour répondre à votre besoin et c'est la générosité qui nous donne à avancer pour le bien de notre pays. Voilà, on a déjà fait j'ai déjà construit un terrain à Djibouti.
et c'était par les gardes-côtes de Djibouti. C'est une terrasse de 6887 m². Une jeune femme djiboutienne peut répondre à leurs besoins. Et là, on souhaite que le ministère des Sports et le ministère des Jeunes et des Cultures fassent intervenir des travailleurs autant de jeunes chez nous. Et je vous remercie, je vous félicite pour faire ces avantages à tous, pour nous les jeunes. Merci beaucoup. Je peux peut-être laisser Ilias répondre une question qui a été en suspens. Ilias Suleiman, directeur des études de la planification de l'ANSI. Je veux répondre par rapport à la question qui a été posée sur la sécurité informatique concernant le portail, la sécurité des données. Le portail est logé au niveau de l'Agence nationale des systèmes d'information de l'État, au niveau du data center gouvernemental. Il y a un centre de riposte aux attaques informatiques qui est mis en place. Et comme l'agence fait partie des organismes d'intérêt vitaux, c'est vrai que toute son installation est observée par ce centre-là. Par rapport aussi pour le e-procurement, je vois que ça peut prendre un délai en ligne. C'est vrai que ça va prendre du temps, c'est vrai que c'est un peu lourd à mettre en place, mais il faut savoir aussi que nous avons toutes les pièces toutes les composantes sont déjà installées. Nous avons la signature électronique, nous avons un data center gouvernemental, nous avons des équipes nationales qui sont en charge de développement à Djibouti, ils se développent, peut-être pas à ce niveau où ils peuvent nous mettre en place une plateforme de e-procurement, mais ils y arrivent. Et peut-être ce sera aussi comme le veut la Commission nationale des marchés publics, c'est une plateforme qui va se mettre en place par palier. Ce n'est pas le e-procurement qu'on va mettre en place d'un seul coup. On va attendre jusqu'à ce que l'ensemble de ces composantes vont être mises en place. L'interopérabilité aussi est là. Ce sera l'occasion pour des systèmes matures de l'administration publique de communiquer entre eux. Je parle des systèmes de la chaîne de dépenses, je parle du système des impôts qui est aujourd'hui en cours d'acquisition, de déploiement même. Le système de douane qui a été mis à niveau. Donc nous avons beaucoup de composantes informatiques qui sont déjà mises en place, qui existent déjà et qui peuvent faciliter donc la mise en place du e-procurement. Merci bien. Pour un peu compléter l'intervention de mon collègue, il faut juste notifier je tiens juste à vous notifier que le portail électronique des marchés publics a été fait 100% avec l'expertise djiboutienne, que ce soit au niveau financement ou que ce soit au niveau expertise. Made in Djibouti à 100%. Bravo. Et merci. Je voulais juste rebondir sur le point également qui avait été soulevé par notre collègue de la Côte d'Ivoire et partager juste une pratique que nous avons mis en place dans certains pays au bureau du PNUD. Lorsque nous avons également un système informatique de procurement, et en fait, on se rend compte qu'il y a une fracture numérique dans certaines zones où nos activités sont essentielles et pour lesquelles on veut également faire participer. Et une des pratiques qui a été mise en place, c'était en partenariat avec les télécoms, en partenariat avec des autorités aussi, c'est mettre en place des bornes accessibles aux prestataires. Ça veut dire que le prestataire n'aura pas besoin d'avoir sa connexion, son ordinateur, etc. Mais il peut travailler d'une manière ou d'une autre à domicile et puis venir déposer ses offres à partir de bornes qui sont identifiées dans un bâtiment communal, administratif, financé avec un partenariat télécom pour être sûr que cette accessibilité numérique puisse être considérée. Et j'en profite pour faire un petit point sur la préférence nationale et j'ai tout à fait pris en considération tout ça. Il y a juste un tout petit point qui, moi, je n'ai pas entendu et que je voudrais savoir l'État à Djibouti, c'est l'accès des firmes djiboutiennes au crédit. Je pense que c'est important de considérer, oui, les capacités sont là. Est-ce que les firmes djiboutiennes ont facilement accès à des banques commerciales, à des crédits pour exécuter? Est-ce que c'est le cas ou pas? Si ce n'est pas le cas, c'est important d'avoir cette réflexion en parallèle parce que renforcer un secteur privé, ce n'est pas uniquement considérer les compétences, c'est également considérer les capacités financières à exécuter les marchés que l'on donne aux entreprises. Et donc, c'est important que le secteur privé
et le secteur bancaire ait confiance dans les prestataires locaux. Donc je pense que ça c'est essentiel. Après il y a plein de mécanismes, ça pourrait être des taux de crédit préférentiels pour les marchés de l'État, etc. Mais donc il y a toute une réflexion, je pense, qui doit être aussi mise en parallèle sur cet aspect de préférence nationale. Merci. Je pense qu'il est 13h30, je pense qu'on doit arrêter. Bonjour tout le monde, moi c'est le représentant du ministère de la décentralisation. J'aimerais tout d'abord, bon je n'ai pas une question à poser, mais quand même, la plupart des questions ont été posées par mes collègues, mais quand même, en tant que représentant du ministère de la décentralisation, je tiens à féliciter cette première initiative qui consiste de déloger, délocaliser ou déconcentrer la Commission nationale des marchés. Pour une première fois, l'ouverture des enfermes a eu lieu à Tadjoura. C'est une première. Ce matin, nous avons même reçu ici presque 13 commissions, 13 marchés qui ont été ouverts à Tadjoura. Moi, j'aimerais d'abord, pour cela, féliciter le secrétariat